ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir dans tes yeux. Comme je suis désolée. Claude Lorrain, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions L'Harmattan Anti-suicide, sous-titré Essai de psychanalyse existentielle. Alors vous présentez votre ouvrage comme un cri d'alerte. Pourquoi ? Alors c'est un véritable problème de santé publique parce que l'Organisation mondiale de la santé évalue à peu près, un peu plus d'1 million de suicides par an dans le monde, ce qui est tout à fait énorme. Et énorme, oui, parce que sur plusieurs années, on peut arriver à 5 millions, etc. Et c'est en progression depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En France, c'est un véritable problème de santé publique, parce que ça coûte cher à la société. Et puis il faut dire aussi que, d'une certaine manière, d'après les statistiques que j'ai obtenues récentes, puisqu'elles ont été publiées dans Le Monde en février, je crois que c'était de cette année, c'est 10 000 suicides par an, suicides. Parce qu'il y a en plus 30, que je ne dise pas de bêtises, il y a 700 tentatives de suicide par jour. Donc voilà le cri d'alerte, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la deuxième cause de mortalité en France. Bien avant, les accidents de la route viennent après, et bien avant les accidents de la route, puisqu'il y en a à peu près 4500. Donc vous voyez, c'est pratiquement un peu plus du double. En plus, j'ajoute le fait que, c'est très sous-estimé, surtout dans le monde, parce qu'il y a un certain nombre de pays qui dissimulent, qui maquillent en quelque sorte les suicides, parce que ça n'est pas tellement bien moralement perçu par les familles, etc. Donc c'est souvent diagnostiqué comme mort violente. Alors quelles sont, d'après vous, les causes principales du suicide ? Alors elles sont tellement nombreuses que je ne peux pas évidemment être exhaustif. Je peux vous dire quand même que la précarité, on va dire la précarité dans la vie des gens, et puis l'ambiance morose, la morosité ambiante que l'on éprouve depuis, on va dire, presque une vingtaine d'années. Enfin, ça me fait sourire parce que je pensais aux 30 glorieuses, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, de 70 à 2000. Là, nous sommes dans les 20 malheureuses, parce que nous arrivons, je pense, à plus de 60% par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et de taux de suicide en plus. Alors, il y a la morosité, il y a aussi l'absence d'idéal. Et puis le fait que les gens se replient sur eux-mêmes beaucoup, c'est l'isolement, la solitude, et puis je dirais aussi les divorces, qui sont en progression exponentielle, et tout ça fait qu'on se retrouve un peu soi-même, isolé. Et puis je le dirai peut-être un petit peu tout à l'heure, ce qui me frappe beaucoup, c'est l'absence de passion ou d'idéal chez les gens, et ça c'est un peu navrant, quoi. Alors ne croyez-vous pas que l'enfance, les parents ont leur part de responsabilité aussi dans ces actes ? Alors, on l'a beaucoup dit, sincèrement non, je pense que c'est un mythe. D'abord, les parents, dans les années 70, quand moi j'étais étudiant, ils étaient la cause de tout. De l'autisme, de l'anorexie, des psychoses, etc. Donc, des dépressions, du suicide, pas plus que des parents normaux. Si c'était le cas, il y aurait un taux égal de suicide, si c'était dû aux parents, dans tous les pays du monde. Oui, donc ce qui est aussi important, c'est les phénomènes de contagion aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2008 ou 2009, en France ça a été très impressionnant, c'est qu'il y a eu à France Télécom 35 ou 36 suicides. Ça a défrayé la chronique, là ça a alerté un peu les gens. Ça fonctionne comme un modèle d'inconduite, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se suicider, les gens savent très bien, mais
ça peut faire comme une traînée de poudre, ça peut se communiquer comme une maladie en fait. Et ça c'est assez difficile parce que c'est un modèle d'inconduite qui appartient à la société française en particulier. Alors, comment éviter ou déjouer les suicides? Y a-t-il une ou plusieurs techniques ou un ou plusieurs conseils en tout cas que vous pourrez donner? Des techniques, il y en a de nombreuses. Je dirais qu'il y en a au moins deux qui sont importantes. D'abord, une technique que j'ai appelée la technique de l'âne de Buridan. Vous savez que c'est un âne qui hésite entre l'avoine d'un côté et l'eau, la cruche d'eau de l'autre côté. Il y a beaucoup de personnes qui hésitent. Et, parmi je l'ai dit tout à l'heure, il y a 300 000 tentatives de suicide par an en France, ce qui veut dire que il y a beaucoup de gens qui se ratent. Et fort heureusement, je veux dire, mais ça veut dire que en fait, un petit coup de coude d'un côté ou de l'autre, pour l'âne, il est sauvé. C'est le juste milieu. Donc les gens, beaucoup de personnes ont tendance à vouloir mettre fin à leur jour, et en même temps, ils veulent vivre. Et donc, quand on se montre comme un ami qui veut chasser le mal intérieur, c'est quelque chose qui porte ses fruits. Ça, c'est donc la deuxième technique, je l'ai intitulée le chasseur d'éléphants. Alors, le chasseur d'éléphants, ça consiste à voir des ennemis partout. C'est une personne qui tape dans ses mains comme ça toutes les 10 secondes. Et puis on lui dit, mais pourquoi faites-vous ça? C'est un patient, un malade. Et il dit, je fais ça pour chasser les éléphants. C'était à l'hôpital. Et on lui dit, dans un hôpital, il n'y a pas d'éléphants. Et il dit, vous voyez, ça marche. Alors, la technique du chasseur d'éléphants, ça consiste à finalement à devenir en quelque sorte un ennemi, à incarner un ennemi à l'extérieur, de façon à ce que la personne ne retourne pas l'agressivité contre elle-même et se considère comme un ami. Il y a beaucoup de personnes qui effectivement finissent par se sous-estimer et puis privilégier. Voilà, ça c'est la technique d'une certaine manière qui marche bien. La première est empathique. On est avec la personne, on l'incite à aller mieux, à avoir des projets, à se reconstruire. Et puis l'autre technique, c'est une technique non pas empathique, c'est une technique plus dialectique, on va dire, qui fait fonctionner l'imagination. Et il y a par exemple des techniques de décadrage qui sont tout à fait intéressantes à pratiquer. Alors vous venez de nous mentionner un exemple clinique. Est-ce que vous pouvez nous en donner d'autres exemples de votre pratique clinique? Alors je vais vous prendre l'exemple d'une patiente qui était en haut du pavillon de l'hôpital et qui menaçait de se suicider. Alors il y a eu un attroupement d'une vingtaine de médecins, d'infirmières, etc. pour la supplier, pour lui dire écoutez, descendez, etc. Donc cette technique-là ne fonctionnait pas. Et parce qu'elle ne voulait pas descendre, et puis à un moment donné, elle approchait dangereusement, et j'ai demandé à tout le monde, en accord avec mon responsable du service de psychiatrie, j'ai dit laissez-moi seul, et puis avec elle, et je lui ai dit écoutez madame, je me suis retrouvé seul avec elle, je lui ai dit écoutez vous êtes au bord vous risquez dangereusement de tomber. Mais d'une certaine manière, vous étiez là au-dessus d'une vingtaine de personnes. C'est-à-dire que vous êtes importante puisque vous êtes au-dessus de toutes ces personnes. Puis je dis de toute façon, vous savez, vous n'êtes pas assez haut pour le saut à l'élastique. Et donc je lui ai dit ça ne marchera pas, venez prendre le thé avec nous. Ça c'est une technique de décadrage. Et elle est descendue, je lui ai dit écoutez, ne nous faites pas attendre. Donc je n'ai pas du tout ni supplié ni rien du tout, j'ai décadré la situation et c'est comme ça qu'elle est descendue toute seule et elle est venue prendre le thé. Une autre personne, alors que j'ai eu, qui avait un comportement très suicidaire en voiture, et c'était un monsieur d'une cinquantaine d'années, et donc j'ai raconté cette aventure dans le livre. Et ce monsieur, il était
Bon, il arrivait, il était ivre au dispensaire, et je lui ai dit, écoutez, si vous repartez comme ça, plusieurs fois de suite, si vous repartez comme ça, vous risquez vraiment et d'être dangereux pour les autres, et de vous tuer, donc je ne vous serre pas la main. Il était furieux. Et donc, il a fait toute sa psychothérapie qui a duré 8 mois, contre moi, en se disant, je lui prouverai qu'il a tort, et que j'essaierai de montrer qu'il est absolument impossible que je me tue. Et au bout de toute cette thérapie, il a, puis bon, je plaisantais aussi avec lui, je lui disais, écoutez, le whisky que vous prenez, c'est pas assez fort, prenez du white spirit ou du trichloroéthylène. Et ça l'énervait, et donc, dans la mesure où je suis devenu un ennemi, j'ai incarné quelqu'un qui était, qui était à tuer. Alors évidemment, il m'attaquait dans les consultations. Et puis à la fin, ça s'est bien terminé, puisqu'il s'est mis à dire, je vous invite, il était peintre, et il m'a invité à la fin pour un vernissage. Et puis il m'a glissé à la fin du vernissage, vous voyez, j'avais raison, j'ai gagné moi. Sauf que moi aussi j'avais gagné, puisqu'il n'était pas mort. En vous lisant, et vous l'avez mentionné au début de cette interview, il semble que vous accordiez une place très importante aux idéaux et aux passions. C'est votre conclusion de cet ouvrage? Alors, les passions, c'est merveilleux. Je pense que les êtres humains ont vraiment besoin d'être au service, comment dirais-je, d'être au service d'une cause, d'un idéal qui les dépasse. Et je suis très frappé par le fait que, par exemple, les cosmonautes, les astronautes qui travaillent pour l'ESA ou pour l'Agence spatiale européenne ou pour la NASA, etc., sont des personnes qui ont vraiment un idéal scientifique commun. C'est important d'avoir une passion ou un idéal. Ça peut tout à fait être un idéal artistique, ça peut être sportif, ça peut être littéraire, ça peut être, que sais-je. Moi, je pense que quand j'ai vu, tout à fait récemment, j'ai été amené à rencontrer 2 astronautes américains à Houston, et j'étais frappé ce qu'ils veulent, c'est transmettre du rêve. Et je suis frappé par le fait que, à proprement parler, ils nous entraînent dans leurs rêves. C'est magnifique de voir des équipes entières qui, finalement, sont à l'origine dans des pays politiquement opposés. Des Russes, des Chinois, des Américains, des Européens, etc. C'est merveilleux de les voir finalement pleurer tous ensemble quand ils ont réussi à réaliser quelque chose. Et là, franchement, je crois, pour terminer, que finalement, ce qui compte, c'est de ne pas être solidaire, de ne pas être, rester solitaire, mais d'être solidaire les uns des autres. Et c'est ça qui est merveilleux. Où ça? En Vendée.